Notre invité, Guilla Lepage. Je ne sais pas si les gens m'aiment pour mon côté nutritif ou mon côté givré. Guilla Lepage a 42 ans. Le point de départ, Rock et Belles Oreilles. RBO innove en humour, fait de la critique sociale et multiplie les satires des émissions de télévision. C'est quoi mes statistiques? Une blonde, puis 2437 poignets en 17 ans. Par la suite, il amorce une carrière solo qui atteindra son apogée avec Un gars, une fille. Le succès est colossal et la série sera vendue et adaptée partout dans le monde. Guilla Lepage, comme citoyen, n'hésite pas à se prononcer sur les débats de l'heure, même si parfois ses propos peuvent vous choquer. Guilla Lepage, bonsoir. Monsieur Arcan, comment allez-vous? Très bien. Première question porte sur l'histoire de Québec. Quand on associe dans les rumeurs au réseau de prostitution juvénile un humoriste, vous êtes dans la catégorie des humoristes. Comment vous réagissez? Moi, j'ai l'impression que s'il y avait vraiment un nom, un humoriste là, qui a fait ça, connaissant à quelle vitesse certains morning man de Québec réagissent au quart de tour, même en dénonçant des gens qui ont des fois absolument rien fait, je pense que le nom serait déjà sorti. Alors, je pense, et je ne sais pas de qui on parle, je pense que c'est de la rumeur. Mais Parce que sans ça, ouais. ça serait sorti. Mais est-ce que c'est pesant à supporter? Ben non, pas vraiment. Non, mais il y a beaucoup d'humoristes qui disent, là, maintenant, on est associés, les gens nous regardent, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est un tel? Est-ce que ça peut devenir lourd? Mais savez-vous, vous êtes la première personne qui m'en parle en public, ça veut peut-être dire que je suis plus associé aux humoristes. Peut-être mieux comme ça? Non, j'ai aucune honte à être un humoriste. Au contraire, je dirais que moi, sur mon rapport d'impôt, c'est ça que j'écrirais comme métier. Humoriste. Humoriste ou auteur. Et si jamais il n'y a pas d'accusation, avez-vous l'impression, comme le prétendent certains gérants d'humoristes, que c'est pire, finalement, parce que les gens ont l'impression que l'histoire a été étouffée parce que c'est quelqu'un de connu? Bien, écoutez, je pense que dans une situation, dans un cas de pédophilie, parce que c'est quand même grave, là, s'il y a vraiment un gars qui a couché avec une adolescente, et si c'est vrai, son nom va sortir. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est grave. Dans nos mœurs, la pédophilie, c'est pas quelque chose qui est accepté, toléré. Je veux dire, je pense qu'unanimement, on trouve ça un peu malsain. Alors, j'ai l'impression que si c'était le cas, s'il y avait quelqu'un, le nom sortirait. Et je vais vous avouer une chose, je sais pas c'est qui. Les rumeurs me sont rendues de la même façon que vous, j'ai aucune idée. Mais si honnêtement, vrai avez-vous jonglé dans votre tête en disant, ça doit être un tel ou un tel? Ah, moi, j'ai soupçonné tout le monde. Tout le monde? Ben non. C'est une blague. Non, Écoutez, mais comment jamais. on veut trouver ça? Non, je mais veux dire, on sait comment c'est un peu. Les gens disent, ah, ça doit être lui, ça ressemble à... Non. Mais regardez, je vais juste vous dire une chose, c'est que les artistes, que ce soit des chanteurs ou des humoristes, des gens qui font beaucoup de tournées, ils sont tellement sollicités, sont tellement populaires que je vois pas pourquoi ils iraient se donner ce trouble-là. Ils iraient se peinturer dans le coin à ce point, à aller dans un réseau, par exemple, de pédophilie ou même un réseau de prostitution organisée quand ils se font autant solliciter naturellement par le public. Je veux dire, une personnalité Solliciter, vous voulez dire par quoi? Les femmes qui s'approchent d'eux? Oui, se faire cruiser. Ben oui, c'est bien évident. Puis vous, ça vous est arrivé souvent? Bien, dans RBO, ça nous arrivait, mais pas juste souvent, régulièrement. Souvent, on se sauvait, nous. Dans le temps d'RBO, au summum de notre popularité, il arrivait souvent qu'on sortait par les portes de sortie là, parce qu'on se faisait... C'était pas agressé. Non. Même si je me suis déjà fait agresser Racontez-moi ça. pendant un spectacle. On est au Spectrum dans le temps d'RBO et on décide de faire un spectacle sans alcool, donc pour les adolescents. Et c'était le premier show d'RBO, donc en 88, et on était vraiment très, très, très populaire. Je descends dans la foule parce que je suis supposé descendre dans la foule. Et là, il y a je ne sais pas combien de petites filles de 12, 13, 14 ans, 17 ans qui m'ont sauté dessus. Et il a fallu que les bouncers rentrent là-dedans, mais vraiment, là, à les enlever comme ça pour me ramener sur le stage. J'avais la perruque de côté, le linge à moitié arraché. Et là, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être modifier ce numéro-là. Ou le concept même. Ou le concept du numéro. Alors, je peux vous dire que les artistes, un peu comme les sportifs,
ils n'ont pas besoin d'embarquer dans des affaires comme ça s'ils veulent rencontrer. Et comme avec les... Je parle pas des mineurs, là, mais avec des adultes, c'est la même chose? Donc, des filles plus vieilles, 18, 19, 20 ans, vous avez vécu le même phénomène? Ah, ben oui. Sauf que les gens, ils se manifestent. Là, je veux dire, là, après ça, tu es un adulte. Je veux dire, puis les gens qui t'aiment. Mais est-ce que vous avez peur au chantage, des fois, avec des filles comme ça, en disant, bon, ben, elles sont intéressées par mon statut, puis là, après ça, on va tomber dans une spirale un peu dangereuse? Bien, écoutez, c'est les gens qui sont intéressés par votre statut. Si on vous aborde, puis qu'on dit, Guy, j'ai beaucoup aimé ton spectacle, tu peux dire merci. Tu peux aussi dire, merci, est-ce qu'on va prendre un verre? Merci, est-ce que... Là, ça devient un choix d'adulte. Je veux dire, les humoristes qui sont des adultes, puis qui veulent avoir des rapports adultes avec d'autres adultes, c'est leur problème. Avez-vous déjà succombé à ces groupies? Non, parce que moi, quand j'ai commencé à être populaire, j'avais beaucoup de difficultés à partir en tournée parce que, justement, je venais de me faire une blonde, puis je m'ennuyais. Alors, quand on partait une couple de jours, ça allait, mais quand on partait longtemps, là, je commençais à être pas mal dépressif. Parlons d'un gars, une fille. Là, c'est rendu dans combien de pays? Vous faites le décompte récemment? Bien, c'est genre environ 15. 15. Oui. Et en développement potentiel? Bien, c'est ça. C'est que, mettons que c'est en diffusion dans 14, puis en développement dans 4. Ça se promène. Là. Je vais vous avouer que des fois, je perds le fil un peu et j'oublie des pays. Par exemple, j'ai oublié de dire l'Allemagne, des fois, qui est le plus gros marché en Europe. Mais une fois sur deux, quand je nomme les pays, j'oublie de les nommer. La meilleure, je vais dire, le meilleur achat qui a été fait, la meilleure traduction, adaptation qui a été faite, vous la retrouvez dans quel pays? Bien, la France, La France. mais ils ont pris des libertés françaises, mais ils sont vraiment très bons. Dans la catégorie de ceux qui se tiennent le plus près de l'original, c'est-à-dire qui diffusent en demi-heure puis qui restent très, très, très près des textes et de la réalisation, les Grecs et les Allemands. Les Allemands sont vraiment très Est-ce bons. qu'il y a un pays auquel vous rêvez? Vous dites, il faut un jour que ça soit diffusé là. Pas du tout. Non. Moi, je m'attendais à rien. Donc, Vous n'avez pas d'ambition? Vous n'avez pas de Moi, rayonnement planétaire? pas du tout. Non. Non. Moi, premièrement, je suis encore surpris à 42 ans de me retrouver dans ce métier-là parce que c'est pas ça que je voulais faire dans la vie. Quand RBO a arrêté, j'avais 35 ans, puis je me disais, bon, c'est la fin de mon adolescence, retournons faire un vrai travail comme celui auquel je me destinais. C'est-à-dire, quoi, Au journaliste? journaliste, Ouais, mettons. ouais. Et là, j'animais un talk show, on m'a offert d'autres jobs, et de fil en aiguille, ça a fini par donner un gars, une fille. Ça a fini que je suis resté un humoriste ou un auteur ou une personnalité publique devant la caméra ou sur une scène. Mais moi, je suis pas prêt à beaucoup de compromis pour faire ce métier-là. Encore là. Je le fais parce que je suis bien. Mais est-ce que c'est plus facile maintenant de ne pas faire de compromis? Parce que la série a eu du succès, donc on vous sollicite peut-être encore plus qu'avant. Financièrement, vous êtes plus confortable avec une série comme ça, puis l'exportation. Oui. C'est plus facile de se tenir après ses principes. Ben non, parce que je le faisais à 24 ans, je le faisais à 30 ans. J'ai été bien drillé, moi. Moi, je viens d'un groupe qui s'appelle Rock et Belles Oreilles. On est issu du milieu communautaire. On faisait pas beaucoup de concessions. Et le groupe se tenait, mais vraiment beaucoup. On nous surnommait le poli de bureau, d'ailleurs. Et ça nous est resté, ça, cette méthode intègre de travailler. Des gens qui travaillent aujourd'hui avec André ou Yves ou Bruno, ils vont dire, ah, on reconnaît votre façon de travailler ou d'aborder les choses ou de dire, non, ça, je fais pas ça, ça m'intéresse pas. On est resté comme ça. Et là, maintenant, j'ai encore plus de liberté d'action qu'avant. Vous pourriez arrêter de travailler s'il n'y avait pas de défi intéressant? Ah oui. Puis je serais capable de m'intéresser à autre chose. Mais il y a plein de choses qui m'intéressent encore. On va en parler dans quelques instants. On Parfait. vient après la pause avec notre invité ce soir, Guy Lepage. Alors, notre invité ce soir, Guy Lepage, pour conclure sur un gars et une fille, j'ai vu une entrevue avec Sylvie Léonard qui semblait dire qu'elle trouvait qu'elle n'avait pas nécessairement eu tout le crédit qui lui revenait pour la série. Avez-vous cette impression-là? Oui. Oui, j'ai cette impression-là. Je trouve que Sylvie n'a pas tort. Loin de là. Quand je fais des entrevues maintenant, depuis une couple d'années, on me parle beaucoup, beaucoup de l'international. C'est comme si les gens, systématiquement, parce que oui, c'est vrai, c'est important et c'est intéressant et c'est particulier. L'entrevue dure 2 minutes sur le Québec, puis là, on switch à l'international. Et nécessairement, quand les gens veulent parler de ça, c'est à moi
c'est à moi qui s'adresse parce que c'est moi qui y va d'un pays à l'autre. Sauf que, où Sylvie a raison, et je partage aussi son avis, c'est que pour nous, notre vrai bonbon, notre vrai gâteau, notre vrai travail, c'est l'émission Au Québec. Et dans l'émission Au Québec, elle est là tous les jours, comme moi, et on travaille pour bâtir cette émission. Mais est-ce que ça crée des frictions entre vous? Entre nous, pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas senti que quand elle disait ça contre moi. Je pense Elle qu'elle parlait de faisait quoi? une mise au point Ouais. envers les journalistes ou les critiques de télé en disant je suis là, n'oubliez pas ça, et elle est là. Alors, OK. pour moi, j'ai pas de problème avec ça. Vous parlez très peu de vous, de votre vie privée. Il y a trois aspects que j'ai lus dans différentes entrevues. D'abord, votre mère, qui est morte très jeune, 42 ans, Oui, à mon âge. à votre âge. Mhm. Et on a l'impression que c'est la personne dont vous étiez le plus près. Non, c'est pas Non? le cas. Non, c'était ma grand-mère. Votre grand-mère. J'ai été élevé par ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée en 92, il y a 10 ans. Et pour moi, j'ai vraiment perdu la personne la plus importante de ma famille à ce moment-là. Non, je suis discret sur la famille ou sur la vie privée. Pour une raison très simple, j'ai aucun problème en jasant pour illustrer un propos de parler de ma vie privée. Mais je trouve que quand tu es une personnalité publique, c'est important de parler de ce que tu fais et d'illustrer ça des fois d'exemples de ta vie privée. Mais ce que je fais dans ma vie, la façon que je m'occupe de mon jardin, Ouais. la façon que je fais des choses comme un citoyen normal, pour moi, ça déroute une entrevue et ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement, de savoir que tel ou tel artiste va à telle place en vacances ou conduit telle sorte de voiture ou se lève tard ou bien qui est bien Mais gourmand. par exemple, il y Ça a une m'énerve. phrase qui m'a frappé, et je ne sais pas si on a bien résumé votre pensée, vous me le direz. Vous parlez de votre père et vous dites, mon père a reconnu mon talent ou mon succès après les autres. Au début, il niait un peu, mais c'est comme si ça avait pris les autres pour lui faire comprendre ce que j'avais fait. C'est tout à fait vrai. Sauf Oui. que comme j'étais pas très près de mon père et qu'au moment où il a réalisé ça, j'avais réglé, entre guillemets, mes affaires avec lui, bien, c'est juste dommage. Tu dis, ah, tiens, c'est une rencontre trop peu, trop tard. Disons que ça m'a servi dans mon émission pour développer le personnage du père. Parce qu'encore là, quand on écrit, quand on est un auteur, on vampirise les gens autour de nous, puis on part un peu de notre vie privée, puis on l'embellit ou bien ou au contraire, on l'enlaidit, puis on essaye finalement de faire des punchs avec ça. Alors, il y a un peu de ma vie privée dans Un gars, une fille, évidemment, effectivement. Sauf que j'ai aucune pudeur à changer la vérité pour m'en aller dans un autre track parce que c'est clair. Le décès de votre frère qui s'est suicidé, quelle sorte d'impact ça a eu sur vous? J'ai trouvé ça très dur. Surtout que mon frère, au moment où il s'est suicidé, c'était au moment où je pensais que dans sa vie, ça allait le mieux. Parce qu'il avait des tendances suicidaires, il était sous médication, il avait des tendances schizophréniques depuis 15 ans. Et j'avais l'impression que le pire était derrière. Mais malheureusement, il paraît que c'est une maladie qui ne nous quitte pas. Il faut être extrêmement vigilant. Il y a eu comme une crise existentielle profonde et il s'est suicidé. Sauf que j'ai compris une chose, on se sent toujours un peu coupable ou beaucoup coupable quand les gens s'enlèvent la vie. Mais autant qu'on peut aider les autres à embellir leur vie, on ne peut pas la vivre à leur place. Et ça, c'est la façon, en tout cas, que moi, j'ai essayé de me protéger. Puis quand j'ai rencontré des gens dont les proches étaient suicidés, je leur disais, est-ce que tu penses que tu as fait, c'est-à-dire ton possible? On fait jamais... As-tu fait assez? Ouais. As-tu fait assez? As-tu l'impression que tu as contribué à son bonheur? Oui. Bien, c'est ça. Il y a des gens qui trouvent que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Puis il y a deux sortes de suicides. Hein? Il y a les gens qui se suicident, je sais pas, ils ont une peine d'amour, un revers de fortune, ils n'ont jamais été suicidaires, puis là, ils font le geste de trop. Ça, c'est une catégorie. Et ça peut vous arriver à vous, à moi, ça peut arriver à tout le monde. Et il y a d'autres personnes qui, existentiellement, ou pour des raisons de maladie mentale, toute leur vie vont chercher à disparaître. D'ailleurs, l'anorexie est peut-être une forme de lente disparition. Et envers ces personnes-là, on peut les aider, les encourager, mais on ne peut pas vivre leur vie à leur place. J'ai envie de commencer la rafale un peu plus vite. Oui, sur vous aimez ça, la rafale. Oui, OK. sur l'actualité. Le système de santé au Québec, quand vous regardez ça, est-ce que vous dites un jour, là, je pense que j'aimerais mieux payer pour être soigné plus vite?
Bien, c'est-à-dire, oui, mais en disant ça, on favorise les gens qui ont de l'argent. Il y a une théorie qui dit que ceux qui ont de l'argent, s'ils payaient pour être soignés, ils libéreraient la place des autres. Oui, mathématiquement, mais je crois... J'aime pas ça, moi, les gens qui sont traités par double standard. On profite tout le temps des avantages qu'on a dans la vie. Si ton beau-frère est garagiste, tu vas faire réparer ton auto plus vite. Si ton beau-frère est médecin, tu vas peut-être avoir, tu sais, de te faire pusher des médicaments ou des soins plus rapidement. Ça, c'est humain. Je pense que tout le monde essaye de s'aider et aider les autres proches. Mais des systèmes de santé à deux vitesses où on fait des citoyens de première et deuxième catégorie, j'ai un petit peu de la misère avec ça. L'école privée ou publique pour votre fils? Bien, c'était public jusqu'à cette année. Il fait son... jusqu'à la 6e année, le primaire, il le fait au public. Et l'année prochaine, c'est au privé. Pourquoi? Pourquoi il y a eu un changement? Parce que les écoles étaient bonnes. Moi, je ne tenais pas nécessairement, ni sa mère, à ce qu'il y ait absolument au privé. Mais il est accepté dans une bonne école. Puis il est bon à l'école et il aime ça. Il est chanceux. Moi, j'ai été... éduqué. Moi, je viens d'une polyvalente qui s'appelait la polyvalente Antoine de Saint-Exupéry, où il y avait une espèce de système qui ressemblait un petit peu des horaires modulaires, comme au cégep. Moi, je m'en suis très bien tiré parce que je pense que j'aimais l'école, puis c'était un milieu que j'aimais, puis je suis organisé. Ma sœur, qui est d'une intelligence très vive, s'en est bien tirée, tout en faisant un petit peu de paresse, puis en s'occupant plus ou moins de ses devoirs. Et mon frère, qui avait les problèmes que je vous ai dit tantôt, bien, lui, c'est sûr que ça a scrappé son entrée dans la vie adulte. Autre sujet, qu'est-ce que vous pensez des émissions de télé-réalité? Vous êtes un auteur comme Star Academy. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En tant que... Bon, en parlant de concepteur télé, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est un concept, c'est de la bonne télévision, c'est évident qui ça rejoint, qui ça veut rejoindre, ce qu'on veut faire. Journalistiquement parlant, parce que j'aurais pu étudier en journalisme, je trouve que cette émission-là est assez porteuse avec son thème, le réseau qui la diffuse. Et, ici, ça. Ici, TVA, puis peut-être, mettons, toutes les filiales. Toute la commandite qu'il y a autour, sans être obligé d'en faire des nouvelles journalistiques à la place de la guerre en Irak, tout ça. Moi, c'est là-dessus, journalistiquement, où je me dis, oh, tabarnouche, quand je vois des premières pages, genre, il a été malade, puis on l'a amené à l'hôpital. Là, je me dis, oh. On va s'arrêter pour une pause. OK. On revient avec les autres questions à rafale tout de suite après ceci, avec Guy Lepage. Alors, nos questions rafale pour Guy Lepage, la vraie rafale. Première question, quand vous regardez les commerciaux de Tim Hortons avec le petit couple, votre réaction actuellement sincère et profonde, c'est quoi? Bien, je trouve qu'en publicité, on vampirise souvent les idées qui existent déjà au lieu d'en avoir des nouvelles. Cela dit, ces pubs-là sont bien faites. Le petit couple, ils sont super sympathiques. Mais le plan séquence de deux personnes qui se parlent, ben oui, ça ressemble à un gars, une fille, au niveau même de la réalisation. Mais tu sais, il y a des petits couples de Bro et Martineau, il y a des petits couples. C'est sûr que... Ça vous a fatigué un peu, pas mal, au début? Oui, mais encore là, c'était pas les comédiens, qui d'ailleurs, je m'entends très bien avec Élise puis Patrick, c'est pas du tout à ce niveau-là. C'est l'idée, on peut-tu essayer de trouver des idées originales dans la vie au lieu de vampiriser les autres? Il y a plusieurs vedettes qui tombent en amour avec leurs collègues de travail quand ils tournent un film, par exemple. On voit ça des manchettes ou sur des plateaux de télévision, des plateaux de cinéma. Comment ça se fait que vous, ça vous est pas arrivé avec Sylvie Léonard? Tellement on a l'impression que la chimie est forte entre les deux. Bien, c'est peut-être parce qu'on est tout le temps ensemble et qu'on joue un couple. Jusqu'à un certain point, Sylvie, c'est comme si c'était ma blonde de 9 à 5. Il m'arrive bien souvent, juste avant une Est-ce que votre scène, conjointe a déjà été jalouse? Ben non, ben en tout cas, pas ouvertement. Ah, vous l'avez pas dit? Ben non, mais en plus, elle est comédienne. Et elle est comédienne et elle est amie avec Sylvie. Sauf qu'au-delà de ça, quand tu fais ton métier, c'est-à-dire quand tu es un comédien, puis il faut que tu donnes l'illusion que tu es un vrai méchant ou un vrai chum ou un vrai joueur de hockey, il faut que tu le fasses, entre guillemets, jusqu'au bout. Mais Sylvie et moi, on joue pas dans Les Filles de Caleb où on fait pas un film historique ou fantastique. On fait un petit couple. D'ailleurs, j'ai été habillé comme ça aujourd'hui. Et pendant que je tournais. Et on fait un vrai couple. Donc, et on vit tellement une vie quotidienne que
Jusqu'à un certain point, je pense que c'est plus facile que si on joint un film d'amour romancé. OK. Il nous reste peu de temps. historique. Seriez-vous capable d'avoir une bonne vacherie contre un ex de RBO parce que vous trouvez son choix de carrière, par exemple, un peu bizarre? Ben oui. Pas de problème non, avec j'ai ça. pas de problème avec ça. Toutes les ex d'RBO, comme moi-même, sommes des personnalités publiques et notre volonté d'être... Est-ce qu'il y a une aimé vacherie que vous regrettez? Oui. Puis en plus, vous allez rire, vous allez Laquelle? trouver ça drôle. C'est qu'une fois, au premier gala de la disque, j'ai dit que Raymond Chabot et associé, tout ça, ben j'avais dit, bon, ben au prix... En fait, je disais « et as ». Puis là, je disais, bon, ben au prix qu'ils sont payés, on peut bien les traiter de trous de cul. Et là, je sors en coulisses et on me dit, c'est des comptables. Puis je dis, oh, je pensais que c'était des avocats. Puis tu peux pas aller réexpliquer ça. C'est déjà après. terminé. Guy Lepage, merci beaucoup. Bienvenue. Bonne soirée. Nous sommes de retour la semaine prochaine. À 20h, soyez au rendez-vous pour la comédie Histoire de filles. Mais pour l'instant, allons retrouver Pascal Willidmy en direct de l'Académie des stars.